Depuis plus de 40 ans, le deuxième étage de Graceland est fermé à clé. Pas de photos. Pas de visites. Pas d'exception. Un lieu figé dans le temps. Intouché. Invisible. Sans aucun commentaire. Jusqu'à aujourd'hui. La petite fille d'Elvis Presley, Riley Keough, rompt enfin le silence. Et ce qu'elle révèle est plus étonnant que ce que l'on aurait pu imaginer. Pièces cachées. Lettres scellées. Enregistrement secrets. Des vérités émotionnelles que le monde n'a jamais entendues. Nous étions très proches, dit-elle. J'ai donc été très tôt impliqué dans les affaires privées de Graceland. Mais est-ce vraiment vrai? Y a-t-il un tunnel sous le manoir? Elvis a-t-il laissé derrière lui des musiques inédites, enfermées depuis des dizaines d'années? Et pourquoi une pièce est-elle restée telle qu'elle était le jour de sa mort? Intacte, presque sacrée? Il ne s'agit pas d'une simple visite d'une maison. C'est un voyage au cœur d'une légende. Graceland n'est pas seulement un manoir, c'est un mystère. Depuis plus de 40 ans, tout l'étage est scellé comme une capsule temporelle. Même les fans les plus dévoués d'Elvis, ses amis les plus proches, son personnel, aucun n'était autorisé à entrer. Aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un qui a été derrière ses portes verrouillées s'exprime. Riley Keough, actrice, productrice et petite-fille aînée d'Elvis Presley, fait tomber les couches du mythe et de la mémoire pour révéler ce qui se cache vraiment au-delà de la corde de velours. Qu'est-ce qu'Elvis cachait là-haut? Pourquoi cette zone a-t-elle été gardée secrète si longtemps? Et qu'est-ce que Riley a découvert? Qui a tout changé? Pour comprendre l'importance de ces révélations, il faut revenir en arrière, pas à la musique, pas à la célébrité, mais à une maison, Graceland. Avant de devenir un sanctuaire, c'était une maison, et comme toute maison, elle gardait ses secrets les plus profonds à l'étage. Il s'agissait à l'origine d'une maison de style néocolonial relativement modeste, construite en 1939 par le propriétaire d'une imprimerie de Memphis, S.E. Toth. La maison se trouvait sur un terrain tranquille dans ce qui était alors la campagne. Paceable, tranquille et entouré de champs. Il ne comptait que 10 chambres et avait été conçu pour être élégant, sans être extravagant, avec des colonnes blanches et nettes, des fenêtres cintrées et un porche d'entrée digne. En 1957, Elvis Presley, âgé de 22 ans, vient d'atteindre l'apogée de la célébrité. Il était agité, constamment suivi et avait besoin d'un endroit où se retirer du chaos de la célébrité. Cette année-là, il achète Graceland pour 102 500 $, alors que la compte souvent citée est de 12 500 $. Ce n'est pas la taille ou la grandeur qui a attiré son attention. C'était l'intimité, mais cela ne durera pas. Elvis a immédiatement commencé à transformer la maison en quelque chose de bien plus qu'une simple retraite. Au cours des 2 décennies suivantes, Graceland deviendra une extension physique de son identité. Bruyante, colorée, imprévisible et profondément personnelle. L'un des ajouts les plus célèbres date de la fin des années 1960. Une pièce qui deviendrait presque aussi légendaire qu'Elvis lui-même, la chambre de la jungle, recouverte d'une moquette verte, même au plafond, et remplie de meubles en bois sculptés et de décorations exotiques. Cette pièce n'était pas un espace de vie ordinaire. Elle ressemblait plus à un salon sur le thème de la forêt tropicale qu'à une partie d'un domaine sudiste. La pièce servait également de studio d'enregistrement, où Elvis a enregistré certains de ses derniers morceaux. Don't Moody Blue. C'était étrange, lunatique et intime, tout comme lui. Il y a ensuite le Meditation Garden, situé juste derrière la maison. Conçu en 1964, cet espace paisible, bordé de pierre, accueillera plus tard la tombe d'Elvis, ainsi que celle de ses parents, de sa grand-mère et, enfin, de sa fille, Lisa Marie Presley. Des fans du monde entier visitent cet endroit en silence, laissant souvent des fleurs, des notes et des témoignages personnels. C'est l'un des rares endroits où l'excitation des fans d'Elvis se transforme en quelque chose de calme et de réfléchi. Depuis son ouverture au public en 1982, Graceland a accueilli plus de 20 millions de visiteurs. Ce n'est pas seulement une étape pour les touristes, c'est une destination pour les pèlerins.
Des fans de tous les continents franchissent ces portes dans l'espoir de se rapprocher d'un homme qui a transformé à jamais la musique et la culture pop. Graceland est la deuxième maison la plus visitée aux États-Unis, après la Maison Blanche. Mais même si le domaine comprend des salles de musique, des récompenses, des combinaisons et des voitures de collection, il y a une partie que personne n'a jamais été autorisé à voir. L'étage n'est pas seulement fermé au public, il est fermé à clé, préservé, intact depuis le jour de la mort d'Elvis en 1977. C'est le mystère qui continue de hanter les fans et les historiens. Qu'y a-t-il à l'étage? Pourquoi est-il si protégé? Et surtout, quelles sont les histoires scellées dans ces pièces? Pendant des années, seul un petit groupe de personnes, la famille, le personnel et les amis proches, a été autorisé à franchir cet escalier. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de scandaleux ou d'inquiétant là-haut. C'est parce que, pour la famille Presley, cet espace est sacré. La chambre où Elvis a dormi, la salle de bain où il est mort, le placard où sont encore suspendues ses combinaisons. Le temps s'est arrêté au deuxième étage. Riley Keough a grandi entouré d'histoires sur Graceland. En tant que fille de Lisa Marie Presley et petite-fille d'Elvis, son lien avec la maison n'est pas seulement historique, il est aussi profondément personnel. Et pour la première fois, elle donne un aperçu de ce que ces pièces représentaient pour elle. Et, plus important encore, pour lui, c'est à l'étage qu'Elvis se cachait du monde. C'est là qu'il a lu, écrit, pleuré, créé et démêlé. Dans une maison connue pour son spectacle, cet étage est silencieux, invisible. Pourtant, à bien des égards, c'est la partie la plus importante de l'histoire. L'attrait de Graceland ne s'est jamais limité à ce qui est exposé. Il s'agit de ce qui est encore caché. Le regard de Riley sur l'étage nous apporte quelque chose de nouveau. Pas seulement un accès, mais une compréhension. Ce qu'elle a trouvé à l'intérieur de ces pièces verrouillées n'était pas seulement des souvenirs. C'était la mémoire, privée, brute et réelle. Et il est temps que le monde entende ce qu'elle a à dire. Riley Keough dévoile l'étage, les secrets et les révélations. Pendant plus de 40 ans, l'étage a été totalement interdit d'accès. Pas de visite guidée, pas de vidéo, pas de photos. Le deuxième étage de Graceland, où Elvis Presley a vécu et où il est mort, a été scellé, protégé des fans les plus dévoués. Mais comme personne ne s'y attendait, Riley Keough, la petite-fille d'Elvis et désormais propriétaire officielle du domaine, a commencé à parler. Et ce qu'elle a révélé est tout simplement choquant. Derrière les portes fermées de ce couloir à l'étage se cachent des secrets que personne en dehors de la famille n'a jamais entendus. Des lettres, des compartiments cachés, des pièces entières figées dans le temps. Pourquoi Elvis a-t-il gardé cet endroit si privé? Et pourquoi Riley a-t-il décidé de partager ses secrets maintenant? Pendant des années, les fans ont supposé que le deuxième étage avait été fermé pour dissimuler la vérité, qu'Elvis n'est jamais mort, et que la chambre et la salle de bain étaient des mises en scène. Certains ont même prétendu que la famille Presley surveillait la scène de la mort d'un sosie, et qu'Elvis s'est échappé en Amérique du Sud. Mais Riley réfute tout cela. Elle confirme que les chambres de l'étage sont conservées telles qu'elles étaient le jour de la mort d'Elvis. Non pas parce qu'il y a quelque chose à cacher, mais parce qu'il y a trop de choses à ressentir. Comme elle le dit, c'est comme s'il n'était jamais parti. Tout est encore là. Ses vêtements, 16 disques, les livres près de son lit. On sent l'eau de Cologne. On le sent dans les murs. Le deuxième étage est fermé à clé depuis le 16 août 1977, jour de la mort d'Elvis. Cette décision n'a pas été prise par les conservateurs du musée ou les responsables des visites. Il s'agissait d'un ordre familial. Vernon Presley, le père d'Elvis, s'est personnellement assuré que le niveau supérieur resterait scellé, non pas pour faire de la publicité, mais comme un sanctuaire privé. Les chambres n'ont été ni nettoyées, ni relookées, ni modernisées. Même l'horloge au-dessus du lit d'Elvis est bloquée, à l'heure qu'elle indique quand les secours sont arrivés. Riley, qui a passé une grande partie de son enfance à Graceland, se souvient d'avoir monté les escaliers pendant que le public se promenait dans les couloirs inférieurs.
Elle et ses cousins avaient reçu l'ordre de ne toucher à rien. Mais ils ont regardé, tranquillement, s'imprégnant d'un monde figé dans le temps. L'une des pièces qui l'a le plus marqué est le bureau personnel d'Elvis. Un petit espace sombrement décoré, aux murs tapissés de bois foncé, rempli de livres sur la numérologie, la théologie chrétienne et le mysticisme oriental. Parmi eux se trouvaient des carnets remplis des réflexions d'Elvis sur la célébrité, la spiritualité et la solitude. Selon Riley, certaines entrées ressemblent à des prières consignées dans un journal. D'autres sont plus erratiques. Des paroles de chansons inachevées, des paragraphes de conscience, des citations griffonnées. Elle se souvient qu'une page ne contenait que le mot « free », libre, écrit à plusieurs reprises. Il y a aussi des objets physiques qui, selon Riley, offrent une fenêtre sur l'état d'esprit de son grand-père. Le lit d'Elvis, encore habillé de ses draps de soie d'origine, est flanqué de 2 tables de nuit. L'une est surmontée d'une Bible et d'annotations manuscrites. L'autre contient des flacons d'analgésiques, dont certains sont encore pleins. Sous le lit, Riley a trouvé une boîte à chaussures étiquetée « Inside »,« Unsent Letters » à l'intérieur, lettres non envoyées. L'une d'entre elles était adressée à Lisa Marie. Une autre disait simplement « Ces objets, admet Riley, sont trop personnels pour être rendus publics. » Mais elle reconnaît qu'ils existent et qu'ils ont changé la façon dont elle voit son grand-père. Dans la salle de bain adjacente, où Elvis est décédé, presque tout est resté intact. Riley refuse de parler en détail de la chambre par respect, mais confirme qu'elle n'a jamais été modifiée. Même les serviettes n'ont pas été remplacées. La pièce est scellée avec le même respect qu'un mausolée. Pour la famille Presley, ce n'était pas seulement un lieu de tragédie. C'était un espace profondément privé, où Elvis s'enfermait souvent à l'abri des pressions du monde extérieur. Riley raconte qu'il y passait des heures à lire, à méditer et parfois simplement à s'asseoir en silence. La salle de bain, comme la chambre, était un refuge. Riley a parlé d'un autre espace, jamais mentionné dans la documentation officielle de Graceland, qu'elle appelle la Quiet Room, salle de repos. Un petit espace caché au bout du couloir de l'étage qu'Elvis avait conçu comme un lieu de méditation. Avec un éclairage tamisé, des coussins posés sur le sol et le doux bourdonnement d'une vieille machine. Cette pièce était l'endroit où Elvis se rendait pour prier, réfléchir ou s'évader. Il n'y a pas de photos, pas de compte de fans, et jusqu'à ce que Riley le mentionne, personne ne savait qu'il existait. Elle pense que c'est l'une des parties les plus honnêtes de qui il était, un homme constamment à la recherche de la paix dans un monde qui n'arrêtait pas de le regarder. Alors pourquoi a-t-elle décidé d'en parler maintenant? Riley explique que pendant des années, l'étage est resté silencieux par nécessité. Sa mère, Lisa Marie, avait une relation protectrice avec cette partie de la maison. C'était trop douloureux, trop sacré, trop irrésolu. Mais après le décès de Lisa Marie, Riley s'est retrouvé dans un nouveau rôle, à la fois en tant que propriétaire de Graceland et en tant que porte-parole d'un héritage familial. Elle a estimé qu'il était temps de partager les parties de l'histoire qui n'avaient jamais été racontées. Non pas pour le spectacle, mais pour la compréhension. Non pas pour l'exploitation, mais pour la connexion. Cependant, Riley est clair, l'étage restera fermé au public. Ses histoires, ses révélations ont pour but d'offrir aux fans un lien émotionnel plus profond avec Elvis, et non un accès physique aux pièces. Certains espaces sont destinés à rester personnels, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent rester secrets. Elvis est-il encore vivant? La théorie la plus tenace de la culture pop. Elvis Presley aurait-il pu simuler sa propre mort et s'enfuir par un tunnel enterré sous Graceland? Cela semble sortir d'un roman à suspense. Mais à ce jour, des milliers de fans croient que ce n'est pas seulement possible, ils croient que cela s'est produit. Ce qui alimente cette théorie, ce n'est pas seulement la dévotion aveugle ou les absurdités des tabloïds, ce sont les détails inhabituels entourant ces derniers jours. Son besoin d'une extrême intimité et l'aménagement de Graceland lui-même, qui, selon certains, comprend un passage souterrain caché construit spécialement pour lui permettre de disparaître lorsqu'il en avait besoin.
Elvis Presley a-t-il emprunté un tunnel secret pour s'échapper de Graceland? Nombreux sont ceux qui pensent que c'est peut-être le cas, parce qu'il était tellement célèbre. La rumeur du tunnel circule depuis des décennies. Selon certains anciens employés de Graceland et des témoignages de visiteurs non vérifiés, il existerait un passage caché menant de la maison principale à l'arrière de la propriété, voire au-delà. Une théorie populaire prétend qu'il s'étend sous le jardin de méditation et mène à une sortie non marquée dans une zone boisée derrière la propriété. Selon les personnes interrogées, il s'agirait d'un moyen de protéger la vie privée d'Elvis, afin qu'il puisse éviter les paparazzi ou d'une issue de secours, au cas où il déciderait de disparaître pour de bon. Les partisans de cette théorie soulignent la paranoïa croissante d'Elvis dans les années 1970. Il faisait balayer les microphones à la recherche d'insectes. Il a cessé de se produire régulièrement. Il a commencé à s'éloigner des apparitions publiques et, même à Graceland, il quittait rarement le deuxième étage. Ce n'était pas seulement un comportement de reclus, c'était un retrait total. Pour les croyants, ce retrait était le prélude d'un plan. Qu'en est-il du tunnel lui-même? Existe-t-il une preuve de son existence? Les plans officiels de Graceland accessibles au public ne font aucune mention d'un tel tunnel, mais ces documents sont incomplets de par leur conception. Le deuxième étage de Graceland n'est pas non plus représenté, alors que nous savons que cette zone existe. Certains anciens membres du personnel ont nié catégoriquement l'existence du tunnel. D'autres ont déclaré, de manière énigmatique, qu'il y a des choses que même les employés ne voient pas. La famille Presley n'a jamais reconnu l'existence d'un tunnel dans une interview, des mémoires ou un documentaire autorisé, mais cela n'a pas empêché les fans d'essayer de le prouver. En 1987, un journaliste indépendant s'est glissé dans la propriété et a affirmé avoir trouvé une entrée en béton partiellement dissimulée près de l'abri de voitures arrière. Ces affirmations n'ont jamais été vérifiées et aucune preuve photographique n'a jamais été publiée. Mais une fois que la rumeur s'est répandue, elle est restée. Puis vinrent les apparitions. Le premier grand moment d'Elvis is Alive s'est produit en 1978, un an seulement après sa mort. Un homme ressemblant à Presley aurait été vu en train de monter à bord d'un avion à l'aéroport international de Memphis sous le nom de John Burroughs. Ce n'est pas un pseudonyme aléatoire. John Burroughs était le même faux nom qu'Elvis avait utilisé à plusieurs reprises pour s'enregistrer dans les hôtels lors de ses tournées. L'observation a fait la une des journaux locaux, mais a été considérée comme une coïncidence. Pourtant, elle a déclenché une vague d'histoires similaires. En 1984, un touriste visitant Graceland a pris une photo d'un gardien se détendant derrière la maison. Cette image est devenue virale, ou du moins aussi virale qu'une photo pouvait l'être dans les années 80. Les fans ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'Elvis. Il portait des lunettes de soleil, avait les traits du visage de Presley et paraissait plus lourd, ce qui correspondait à l'apparence qu'aurait eu Elvis s'il avait vieilli naturellement. L'image a été agrandie, analysée et scrutée. Mais à ce jour, le personnel de Graceland n'a jamais révélé qui était réellement cet homme. D'autres apparitions ont suivi. Elvis dans le Michigan, Elvis dans un Burger King au Texas, Elvis regardant un spectacle d'un imitateur d'Elvis dans le Nevada. L'un des rapports les plus étranges remonte à 1994, lorsqu'un homme correspondant à sa description serait entré dans un bureau de vente de véhicules automobiles en Californie. L'employé a déclaré qu'il était poli, calme et qu'il avait payé en liquide. Lorsqu'on lui a demandé son nom, il a répondu que ce n'était pas important. Les images de sécurité, si elles ont existé, n'ont jamais été diffusées. Une autre partie de la théorie repose sur la documentation officielle de la mort d'Elvis. Certains fans relèvent des incohérences dans le certificat de décès, notamment dans l'orthographe de son deuxième prénom. Le deuxième prénom légal d'Elvis était Aaron, mais la pierre tombale et les documents administratifs indiquaient Aaron. Pour les croyants, il ne s'agit pas d'une erreur de frappe. C'était un signal délibéré, un signe que l'homme enterré là n'était pas vraiment lui. La théorie la plus répandue est celle de l'épuisement professionnel.
À la fin des années 1970, Elvis souffrait de douleurs chroniques, luttait contre l'addiction et en avait assez de la célébrité. Il pensait qu'il ne pourrait échapper à l'attention du public qu'en disparaissant complètement. Simuler sa mort aurait été le seul moyen de vivre en paix. Ses partisans soutiennent qu'Elvis avait l'argent, les relations et la propriété isolée pour le faire. Surtout s'il disposait d'un tunnel privé menant à sa propriété. Bien sûr, il n'existe aucune preuve médico-légale crédible qu'il ait vécu au-delà de 1977. Pas de correspondance ADN, pas d'empreinte digitale, pas de communication vérifiée. Son autopsie a été pratiquée, son corps a été vu par la famille et ses funérailles ont été publiques. Les observations, bien que fascinantes, reposent en fin de compte sur des photos floues et des anecdotes non vérifiées. De nombreux témoins supposés sont revenus sur leurs déclarations au fil des ans. Ce qui maintient la théorie en vie, c'est le fait que l'on n'ait pas vu grand-chose des derniers jours d'Elvis. Il n'avait pas été photographié en public depuis des mois. Il ne partait pas en tournée. Et, surtout, il vivait presque entièrement dans la partie supérieure de Graceland, qui reste scellée à ce jour. Ce silence a créé un vide, et la nature a horreur du vide. Les gens la remplissent donc d'histoires, de suppositions, de l'idée que le roi du rock and roll pourrait avoir décidé de quitter la scène une dernière fois, selon ses propres termes. Riley Keough n'a pas besoin de répondre à toutes les rumeurs. Elle comprend qu'une partie du pouvoir durable d'Elvis réside dans le mystère. Elle a répété à plusieurs reprises que son rôle n'était pas de l'expliquer, mais de protéger ce qui comptait pour lui. Qu'il s'agisse de préserver son héritage émotionnel ou de maintenir les chambres scellées de Graceland, elle pense que certaines choses sont destinées à rester sans réponse. Peut-être qu'il n'y a pas de tunnel. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu. Peut-être que toutes les observations étaient des erreurs d'identité et que le nom mal orthographié sur la tombe n'était qu'une correction bien intentionnée. Ou peut-être que, pour un homme qui a vécu sa vie aux yeux du monde, le fait de cacher une partie de lui-même a été l'acte le plus rebelle qui soit. Hérité du royaume de Graceland. Et si l'arbre généalogique des Presley n'était pas complet? Pendant des années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Elvis Presley aurait eu des enfants en dehors de Lisa Marie. Des enfants dont l'identité a été soit cachée, soit niée. Certains de ces héritiers présumés se sont manifestés en apportant des preuves matérielles, des échantillons d'ADN, des actes de naissance et même des photos côte à côte montrant d'étranges ressemblances. D'autres ont intenté des procès, dans l'espoir de revendiquer non seulement un nom, mais aussi une part de l'héritage de Presley. Bien que la plupart de ces plaintes aient été rejetées ou ignorées, le fait qu'elles refassent une surface encore et encore ajoute une nouvelle couche d'intrigue à un héritage déjà complexe. Qui contrôle l'empire d'Elvis aujourd'hui? Et quelqu'un d'autre pourrait-il légalement contester ce contrôle? La succession Presley n'est pas seulement précieuse, elle est structurée avec des protections juridiques qui la rendent incroyablement difficile à contester. Priscilla Presley s'exprime dans le cadre de sa bataille juridique pour rester l'administratrice des biens de sa défunte fille, Lisa Marie Presley. Après la mort d'Elvis en 1977, son unique enfant, Lisa Marie Presley, a hérité de Graceland à sa mort. En 2023, la propriété a été transférée à sa fille, Riley Keough. Mais cette transition ne s'est pas faite sans heurts. Elle a été immédiatement suivie d'un conflit juridique impliquant Priscilla Presley, la mère de Lisa Marie, qui a contesté une modification apportée au trust en 2016. L'affaire a été réglée à l'amiable, mais elle a révélé un aspect essentiel de l'héritage des Presley. Il ne s'agit pas seulement d'un territoire émotionnel, il s'agit d'un terrain juridique contesté d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Et c'est là que la théorie de l'héritier secret gagne du terrain. Au fil des décennies, au moins une douzaine de personnes ont prétendu être l'enfant biologique d'Elvis Presley. La plupart de ces affirmations ont été publiées dans des tabloïds, mais quelques-unes ont été portées devant les tribunaux. Un homme, prétendant être le fils d'Elvis, a tenté d'obtenir une ordonnance du tribunal pour exhumer le corps du roi afin de procéder à des tests ADN.
La demande a été rejetée. Une autre fille présumée a soumis un échantillon de cheveux, censé provenir d'une mèche de cheveux d'Elvis vendue aux enchères, pour tenter de prouver sa paternité. La Succession Presley a rejeté ces preuves comme n'étant pas fiables et a refusé de faire d'autres commentaires. La Succession dispose d'un mécanisme juridique appelé Elvis Presley Trust, qui s'occupe non seulement des finances et de la gestion des biens, mais aussi de la gestion des licences d'image et des droits de propriété intellectuelle. Pour obtenir une reconnaissance légale et des droits de succession, tout héritier présumé de Presley devrait prouver, au-delà de tout doute raisonnable, son lien biologique avec Elvis au moyen d'un ADN vérifiable et d'une chaîne de contrôle reconnue. Ce n'est pas facile et, dans de nombreux cas, l'ADN utilisé pour étayer ces affirmations provient de sources douteuses, de souvenirs de fans, des faits personnels non vérifiés ou d'échantillons de tiers qui n'ont pas été manipulés dans des conditions contrôlées. D'un point de vue juridique, la plupart de ces revendications s'effondrent avant même d'avoir pu faire l'objet d'une décision de justice. Pourtant, les rumeurs persistent. Certains fans pensent qu'Elvis a pu avoir des relations secrètes dans les années 1950 et 1960, avant et pendant son mariage avec Priscilla. Quelques noms reviennent dans les forums de conspiration et les archives des tabloïds. La plupart concernant des femmes qui affirment avoir reçu des appels privés, des pots de vin ou des lettres confidentielles de la part d'Elvis, des années après son apogée. Il n'existe aucune confirmation publique de telles relations de la part de la famille Presley ou de ses proches confidents. Riley Keough n'a jamais répondu directement à ces allégations. Lisa Marie non plus. Leur silence ne fait qu'alimenter les spéculations. S'agit-il d'une stratégie juridique visant à éviter de donner de la crédibilité à de fausses affirmations? Ou existe-t-il une possibilité, aussi infime soit-elle, que quelque chose soit gardé secret pour des raisons personnelles? Cette question reste sans réponse. Ce qui est clair, c'est que Riley Keough est désormais le visage de Graceland. À 34 ans seulement, elle a hérité non seulement du terrain et de l'héritage, mais aussi d'un empire, lié par des contrats, des droits de propriété, des accords de licence et une forte attente de la part du public. Sa relation avec elle n'est pas passive. Elle participe aux décisions, grandes et petites. Elle rencontre des archivistes, des spécialistes de la conservation et des chefs d'entreprise. Elle donne son accord final pour les nouvelles expositions. Elle travaille même sur des initiatives de conservation numérique pour s'assurer que les documents de la vie d'Elvis, notes manuscrits, enregistrements originaux, photographies in edits, sont scannés et stockés avec les métadonnées appropriées et l'intégrité archivistique. Mais au-delà de l'aspect opérationnel, Riley a assumé une responsabilité plus importante, celle de contrôler la narration. Ce n'est pas facile. Elvis Presley n'est pas seulement un musicien. C'est un symbole. Il représente une période très spécifique de la culture américaine, chargée de contradictions, de célébrité et d'isolement, de rébellion et de conservatisme, de créativité révolutionnaire et d'agitation personnelle. Riley se trouve dans la position inhabituelle d'être à la fois une parente et une gardienne de la culture. Elle est responsable de l'humanisation d'une personne que le monde considère encore comme une icône plus grande que nature. Il s'agit là d'une véritable corde raide, qu'elle a su gérer avec soin jusqu'à présent. Elle a déclaré publiquement qu'elle considérait Graceland comme un lieu de vie et non comme un musée. Le spectacle est là. Donc je pense que certains de ses souvenirs les plus joyeux étaient là, étaient à Graceland. Il ne s'agit pas de le figer dans le temps, dit-elle. Il s'agit de s'assurer qu'il est compris. C'est pourquoi elle soutient de nouveaux partenariats éducatifs avec des écoles et des universités. Des initiatives qui vont au-delà des visites guidées et se traduisent par des bourses d'études. Elle veut qu'Elvis soit étudié, non seulement en tant que célébrité, mais aussi en tant qu'étude de cas sur la célébrité, le race, l'innovation musicale et l'identité culturelle. Elle développe également l'empreinte numérique de Graceland, non pas avec des répliques VR ou des contenus tape à l'œil, mais avec des médias sélectionnés. En coulisses, son équipe numérise les paroles manuscrites d'Elvis, les listes de concerts et les lettres,
à l'aide de scanners à haute résolution et d'un étiquetage des métadonnées basé sur l'IA. Ces fichiers devraient être utilisés dans le cadre d'expositions futures et de recherches universitaires. Elle ne vend pas son histoire, elle la structure. Dans ce rôle, Riley protège également les parties de l'histoire qui ne devraient pas être rendues publiques. Elle a refusé d'ouvrir le deuxième étage de Graceland aux touristes et aux caméras. Elle a refusé les demandes de tournage dans des espaces familiaux privés et n'a montré aucun intérêt pour la monétisation d'Elvis par le biais de la télé-réalité ou de dramatisation fictive. Pour elle, il s'agit d'honorer non seulement la légende, mais aussi la personne. Cela implique de respecter les parties de sa vie qui ont été désordonnées, peu flatteuses ou simplement douloureuses. S'il existe un héritier secret, quelqu'un ayant un lien légitime avec la lignée Presley, c'est probablement Riley qui décidera de la suite des événements. Ni un juge, ni un journaliste, ni un message viral sur les médias sociaux. Et c'est peut-être ce qui inquiète le plus les gens. Elle contrôle l'histoire maintenant. Le dernier chapitre, aula suivante, passe par elle. Les enregistrements perdus. Des albums inédits d'Elvis sont-ils cachés à Graceland? Elvis Presley aurait-il laissé derrière lui des chansons que personne n'a jamais entendues? Depuis des décennies, des rumeurs circulent sur des enregistrements inédits qu'Elvis aurait réalisés dans les dernières années de sa vie, cachés à Graceland, peut-être même à l'intérieur des pièces scellées de l'étage. Nous savons qu'Elvis a continué à enregistrer de la musique en privé, même lorsqu'il s'est retiré de la vie publique. Ses dernières séances de studio connues ont eu lieu à Graceland même, dans le Jungle Room, en février et en octobre 1976. Ces enregistrements étaient bruts, émotionnels et, dans certains cas, profondément expérimentaux. Ils comprenaient des titres comme Way Down, Moody Blue, et des reprises de vieux gospels. RCA a publié une partie de ce matériel après la mort d'Elvis. Mais selon les ingénieurs du son et les musiciens, pas la totalité. Plusieurs chansons sont restées incomplètes ou ont été complètement abandonnées en raison de la santé déclinante d'Elvis. Les bootleggers ont rendu cette histoire encore plus confuse. Au fil des ans, des dizaines de morceaux d'Elvis soi-disant perdus sont apparus sur des cassettes et des vinyles clandestins. Certains contiennent des reprises ou des versions alternatives de chansons connues. D'autres comportent des voix qui ressemblent à celles d'Elvis, mais qui pourraient en fait être celles d'imitateurs ou de manipulations de studio améliorées artificiellement. Un bootleg tristement célèbre, diffusé dans les années 1990, prétendait inclure une ballade envoûtante intitulée This Is Goodbye, censée avoir été enregistrée quelques semaines avant la mort d'Elvis. La piste a été démentie par la suite lorsque la voix a été comparée à celle d'un imitateur connu. Mais cela n'a pas empêché d'autres bandes de voir le jour. Ce qui maintient la théorie en vie, ce ne sont pas seulement les bootlegs, c'est le silence. Contrairement à la plupart des musiciens historiques, dont les coffres ont été ouverts et réédités au fil des ans. Les archives personnelles d'Elvis restent étonnamment bien gardées. RCA et Sony ont sorti de nombreux coffrets contenant des prises alternatives et des inédits. Mais il s'agit de projets encadrés, contrôlés, sélectifs. Il y a une différence entre ce qui a été autorisé à être commercialisé et ce qui pourrait encore exister dans les réserves privées de Graceland. Les pièces scellées à l'étage sont une source constante de spéculation. Riley Keough, qui a hérité du domaine après la mort de Lisa Marie Presley en 2023, a confirmé que ces pièces restent intactes. Elle les a décrites comme étant figées dans le temps et, bien qu'elle n'ait pas spécifiquement mentionné les enregistrements musicaux, elle a fait allusion à des artefacts personnels qui n'ont jamais été catalogués ou montrés au public. Elle avait Calm, un truc où elle se sentait connectée à... Elle était très intuitive. Les archivistes travaillant avec Graceland ont dit la même chose, à savoir que le contenu complet de certaines zones de stockage, en particulier dans la chambre et le bureau d'Elvis, n'a pas encore été archivé numériquement. Il s'agit de documents, de levers, de cassettes et de matériel inédit. Un ancien employé de la succession a affirmé anonymement sur un forum de fans
qu'un lecteur de cassettes à bobines avait été trouvé dans le bureau d'Elvis à l'étage, ainsi qu'une petite pile de cassettes non étiquetées. Il n'y a pas de confirmation officielle de cette information, mais l'histoire a pris de l'ampleur parce qu'elle correspond à des faits connus. Elvis s'enregistrait souvent chez lui, parfois pour réviser sa voix, parfois pour partager des ébauches avec ses proches collaborateurs. Ces enregistrements n'étaient pas toujours destinés à être diffusés. Elles étaient personnelles et peut-être profondément privées. Même l'ancien producteur d'Elvis, Felton Jarvis, a déclaré un jour que Presley avait enregistré bien plus que ce que RCA n'avait jamais publié. Il a parlé de bandes enregistrées tard dans la nuit et de sessions de piano brut qui ont été tenues à l'écart du label parce qu'Elvis ne voulait pas que quelqu'un les entende pour